Le film commence avec deux hommes noirs au look moderne, vêtus de sous-vêtements fantaisie, vendus aux enchères. Ils sont enchaînés par le cou, et on dirait que c'est un marché aux esclaves. Suite à cela, le film revient dans un flashback là où tout a commencé. Il tourne autour de deux demi-frères séparés, Régis et Joël Gross, originaires cette année des Antilles, qui mènent des vies complètement différentes. Joël est un homme noir monoracial fraîchement sorti de prison après avoir purgé une peine, pour avoir volé le sac à main d'une vieille femme. Actuellement, il vit avec sa mère et sa fille de 9 ans. Il est au chômage en série et attribue tous ses malheurs au racisme, en particulier son chômage. Cependant, il n'a jamais essayé sérieusement de trouver du travail. D'un autre côté, Régis est un homme biracial. Il est marié à une femme blanche et à une fille de 9 ans. Il vit dans une ville aisée et est bien intégré dans la société aisée. Régis est employé à la mairie locale et travaille comme assistant du maire. Un jour, Régis reçoit un appel de son oncle l'informant que son père est mourant et que c'est le dernier souhait du vieil homme de rencontrer tous ses enfants. Cependant, Régis ne prête aucun respect à son père mauvais payeur, car il n'était pas là quand Régis était enfant. Il décide ensuite de dîner avec sa famille, mais sa folle épouse menace de s'impliquer avec d'autres hommes s'il ne rend pas une dernière visite à son père. Elle a rapidement répondu à cette menace spécifique. N'ayant pas le choix, il accepte à contre-cœur. Le lendemain, Régis prend un vol pour sa ville natale où réside son père. À l'aéroport, il croise Joël, venu lui aussi voir leur père. Les frères, sans contact depuis plus d'une décennie, mettent leurs différends de côté et louent un taxi. Ensemble, ils rattrapent le taxi en route vers le domicile de leur père. Régis raconte à Joël tout sur sa vie réussie, tandis que ce dernier ment pour dissimuler ses échecs par embarras. En arrivant au domicile de leur père, ils sont présentés à leur tante et à plusieurs demi-sœurs. Il s'avère que leur père s'est aventuré à travers le monde et a eu des relations avec d'innombrables femmes. Cela explique pourquoi Joël et Régis ont des couleurs de peau différentes. Les yeux du vieil homme s'illuminent lorsqu'il voit ses deux fils uniques devant lui. Avant de mourir, il annonce à Régis et Joël qu'ils hériteront d'un immense trésor. Cela excite les frères et ils attendent avec impatience d'entendre parler du trésor. Mais, à leur grand désarroi, ils ne reçoivent en héritage que le document d'émancipation de leurs ancêtres. Ce document était remis à quelques esclaves par leurs propriétaires pour un travail ou un acte extraordinaire. Apparemment, les ancêtres de Régis et Joël ont obtenu la liberté bien avant que l'esclavage ne soit légalement aboli aux Antilles. Cependant, peu préoccupés par la valeur symbolique de ce bout de papier, ils se moquent de l'héritage. Ils déchirent alors le papier, avec dérision sous le regard désapprobateur de la sœur de leur défunt père. Comme prévu, cela met en colère la vieille femme, alors elle décide de donner une leçon aux frères. Elle leur jette un sort vaudou, et les renvoie au XVIIe siècle, époque où l'esclavage était encore répandu. Dans la scène suivante, lorsque Régis et Joël se réveillent, ils se retrouvent déshabillés, avec leurs sous-vêtements de marque dans un champ ouvert. Alors que les deux se demandent ce qui s'est passé, deux noirs terrifiés les dépassent en courant. À ce moment-là, deux chasseurs d'esclaves arrivent également et capturent les frères Gross. Ils sont ensuite emmenés sur un marché aux esclaves et vendus à Monsieur Jordan, propriétaire terrien. Jordan confie Joël dans les fermes où il travaillera sous la garde d'Henri, un contremaître brutal et profondément raciste, tandis que Régis est envoyé dans les cuisines de la résidence. Bientôt, les demi-frères découvrent qu'ils ont voyagé dans le temps, jusqu'en 1780, alors que l'esclavage existait encore. Le lendemain, les esclaves sont obligés d'écouter un prêtre qui leur lit une fausse Bible sur la manière dont les Noirs doivent obéir aux Blancs. Mais comme les frères Gross sont les seuls, à part les Blancs, à savoir lire, ils refusent d'en accepter le contenu. Régis surprend même le curé en lui lisant un passage du livre. Plus tard dans la journée, Joël arrive en retard sur le terrain et se fait percuter par Henri. Marre de la torture et du comportement d'Henri, Joël s'enfuit de la ferme, mais finit par se cogner la tête contre un poteau et s'assommer.
En raison de ses actes, il est flagellé devant tout le monde. Cette nuit-là, Régis est appelé au bureau de Jordan, où sa capacité à lire est reconnue. Jordan le félicite d'être un esclave intelligent, et lui donne le privilège de contrôler les autres esclaves avec Henri. Pendant ce temps, Joël se fait soigner ses blessures par une esclave, Rosalie. Cela ne fait que 5 minutes qu'ils se sont rencontrés, mais Joël commence déjà à l'apprécier. Au moment opportun, il se penche pour un baiser, mais se voit refuser. Rosalie révèle alors qu'elle est amoureuse d'un camarade esclave nommé Isadore, à la grande déception de Joël. Le lendemain, Régis s'acquitte de son nouveau devoir, et commence à ordonner à d'autres esclaves de faire leur travail. Joël est choqué de voir son frère agir comme les Blancs, et lui reproche son égoïsme. Cependant, Régis s'en fiche, il reste fidèle à ses nouveaux maîtres, et rend compte de son travail tout au long de la journée à Monsieur Jordan. Finalement, tous les membres de la Maison Blanche découvrent la capacité de Régis à lire, et commencent à se moquer de lui. Il plaisante également sur la question de savoir s'il sait ou non jouer du piano. À la surprise générale, Régis joue magnifiquement du piano. Cependant, cela lui vaut d'être sévèrement fouetté par les Blancs. Finalement là, Régis veut sortir, et le lendemain matin, les deux frères fuient la plantation en sautant secrètement dans la calèche d'un juif prénommé Isaac. Lorsqu'ils arrivent chez lui, Isaac s'approche d'eux, et révèle qu'il était au courant de leur présence depuis le début. Les frères lui demandent grâce, mais à leur grande surprise, Isaac leur offre une grande hospitalité et une grande attention, car les Juifs sont également victimes de discrimination. Bientôt, les hommes de main de Monsieur Jordan arrivent au domicile d'Isaac à la recherche des deux frères. Mais avant de pouvoir se faire attraper, Régis et Joël font leurs adieux à Isaac et s'enfuient par la porte arrière. Ils se dirigent vers le rivage où ils prennent un bateau abandonné et se dirigent vers l'océan. Ironiquement, ils croisent la route d'un navire utilisé pour transporter des esclaves aux enchères et sont capturés et emprisonnés. Finalement, les frères Gros se retrouvent sur le même marché aux esclaves où ils sont achetés par les hommes de main de Jordan. Heureusement, sur le chemin du retour à la plantation, les frères sont sauvés par une tribu africaine qui se fait appeler les Marounes. Ici, il est révélé que les membres de la tribu étaient tous des esclaves autrefois avant de fuir leurs propriétaires. Ils sont accueillis dans la tribu et commencent à chanter avec le chef de la tribu. Cependant, Régis, qui est lui-même marié à une fille blanche, refuse de chanter lorsque les Marrons parlent de tuer les Blancs. Cela met la tribu en colère et ils se retournent rapidement contre les frères. Mais heureusement, Régis et Joël parviennent à distancer la tribu et à se mettre en sécurité. Le lendemain, les deux se retrouvent dans un endroit inconnu où ils voient leur tante qui leur a jeté un sort. Les frères se rendent vite compte que c'est elle qui est chargée de les renvoyer dans le temps. Ils la supplient de supprimer le sort et mentionnent qu'ils feront tout pour cela. Au début, la vieille femme refuse, mais lorsque les frères continuent de plaider, elle leur donne un indice. Elle leur dit que le seul moyen pour eux de revenir au présent et de rejoindre à nouveau la plantation et de réunir leurs ancêtres, Isadore et Rosalie. Elle leur dit également de rectifier l'erreur sans plus de détails. Elle fait probablement référence à Joël essayant de s'embrasser avec son arrière-arrière-grand-mère avant de disparaître. La femme laisse derrière elle sa pipe spéciale et demande aux frères de la fumer lorsqu'ils auront accompli avec succès leur mission. Alors que les deux réfléchissent à des moyens de résoudre la situation, Joël se souvient soudain d'avoir vu Isidore avoir des relations sexuelles orales avec un autre homme. Il a également enregistré une vidéo de l'incident sur son téléphone et l'a montré à Régis, une décision discutable de Joël. Les deux frères deviennent alors convaincus qu'Isadore est homosexuel et croient à tort que c'est l'erreur qu'ils sont censés corriger. Dans la scène suivante, Joël et Régis retournent à la plantation. Ils essaient de négocier avec Monsieur Jordan sur leur punition, mais cela ne marche pas pour eux. Au lieu de cela, ils portent le sceau de la plantation. Ils retournent ensuite dans leur hutte et commencent à planifier leur plan d'action. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, les Blancs célèbrent le mariage de la fille de Monsieur Jordan.
Prenant cela comme une distraction parfaite, les frères organisent leur propre fête pour les esclaves. Ils volent secrètement un tonneau de rhum à la distillerie pour enivrer et activer la romance entre Isadore et Rosalie. Cependant, leur plan se heurte à un obstacle, lorsque Régis aperçoit Joal en train de s'embrasser avec Rosalie en raison de son engouement pour elle. Ensuite, les deux frères improvisent et aident physiquement le couple à avoir des relations sexuelles pendant qu'ils dorment. Une fois cela fait, ils sont convaincus que leur mission là-bas est accomplie et qu'ils peuvent rentrer chez eux quand ils le souhaitent. Les frères décident de se venger des Blancs. Ils entrent ensuite armés dans le manoir, où ils humilient tout le monde. Joël embrasse la fille de Monsieur Jordan, tandis que Régis commence à abîmer des meubles et gifle même un homme blanc. Soudain, Henri fait irruption dans la pièce, avec une arme à feu, et menace les frères. Pourtant, Régis et Joël ne montrent aucun signe de peur, et commencent à utiliser la pipe. Malheureusement, quand ils le fument, rien ne se passe. Il semble que la pipe magique offerte par la vieille dame ait été remplacée par une pipe ordinaire. En raison de leurs actes, ils sont enfermés dans une cage et condamnés à être exécutés le lendemain. Cette nuit-là, les frères deviennent émus et commencent à réfléchir à leur choix de vie. Régis parle de son mariage raté, tandis que Joé avoue qu'il est fauché et sans emploi. Au bout de quelques heures, alors que les frères sympathisent toujours les uns avec les autres, Henri arrive et les emmène sur le terrain où ils sont censés être pendus. Cependant, juste avant l'exécution, Victor, le fils de Monsieur Jordan, s'enfuit dans la forêt, car il ne supporte pas de voir ce spectacle. Rosalie le poursuit et découvre bientôt qu'il est tombé dans la rivière voisine. Tous les membres de la famille, paniqués, courent sur les lieux. Cependant, Isidore profite du tumulte et sauve les frères, assommant Henri au passage. Il leur ordonne alors de courir pour sauver leur vie, ce à quoi ils s'obligent. Alors que les frères s'enfuient, ils rencontrent Victor, qui est emporté par le ruisseau. Sans hésiter, les deux sautent dans la rivière dangereuse. Mais à la grande surprise de Régis, Joël ne sait pas nager. Cela rend sa tâche encore plus difficile, mais d'une manière ou d'une autre, il parvient à sauver son frère et Victor. Reconnaissant envers les frères d'avoir sauvé la vie de son fils, Monsieur Jordan les libère. Les demi-frères reçoivent également le même document d'émancipation que celui qui leur a été remis par leur défunt père. Cependant, au lieu d'accepter la liberté et la récompense, ils demandent à Monsieur Jordan de libérer Isadore et Rosalie et de leur présenter le document. Le monsieur trouve la demande très étrange, mais il oblige. Les frères ont ainsi réussi à libérer Isidore et Rosalie. Mais ils ne savent toujours pas où trouver la pipe magique qui les aidera à retourner à l'ère moderne. Au fil des jours, ils commencent lentement à accepter qu'ils ne reviendront peut-être jamais à leur époque. Un jour, Isidore et Rosalie souhaitent adieu aux frères et quittent la plantation avec les papiers. Alors qu'ils les regardent partir de loin, Henri s'approche d'eux et leur ordonne de se remettre au travail. Il sort alors sa pipe et se met à fumer. Alors qu'il tente d'humilier les frères en leur soufflant de la fumée au visage, ceux-ci disparaissent subitement, au grand étonnement d'Henri. Cela indique que c'est Henri qui leur a volé la pipe. Dans la scène suivante, les frères reviennent au présent, où ils voient leur tante à leur côté. Lorsqu'ils la voient tenir le document original à la main, Régis et Joël sont soulagés. Plusieurs mois passent. Joël trouve un emploi régulier sur un chantier de construction, où il se plaint toujours de son salaire minimum, et du fait que cela est dû au fait qu'il est noir. Pendant ce temps, Régis retourne à son travail à la mairie. Un jour, alors qu'il s'apprête à quitter son bureau, il salue le maire qui lui passe une blague raciste. Régis, n'étant plus celui qu'il était, décide de tenir tête au maire avant de s'enfuir. La scène passe ensuite à Régis, et sa femme avec Joël, et sa mère discutant dans le salon de Régis. Les deux conviennent que l'aventure qu'ils ont vécue les a rapprochés en tant que famille. Cependant, une dispute entre leurs filles respectives conduit au déchirement du document d'émancipation. Le film se termine alors que les deux frères courent vers leur fille, paniqués. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.